À la une ce soir, lancement ce matin de la marche à blanc des bus à haut niveau de service. Les élus ont été nombreux à se déplacer pour assister à la réalisation de ce projet tant attendu. Nos fameux TCSP seront en test pendant 2 mois sur nos routes. La situation est de plus en plus tendue. En Guyane, de nombreux barrages ont paralysé les routes aujourd'hui. Les écoles restent fermées et les gros porteurs n'atterriront plus à Cayenne jusqu'à nouvel ordre. 3e jour de l'exercice Richter en Martinique. Aujourd'hui, il était question de déblaiement et de prise en charge des victimes. 150 personnes ont été mobilisées pour l'occasion. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météo. Cette année, les nuages sont à l'honneur. Nous vous expliquerons comment ils se forment et à quoi ils servent. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous sommes au 3e jour de la réalisation de l'exercice Richter en Martinique. Ce matin, des équipes d'intervention de notre île, de la Guyane, de l'Espagne et de la Belgique ont simulé la prise en charge de victimes après un séisme destructeur. Une opération de grande envergure menée sur le site de l'ancien hôpital du Lamentin. Loïc Régis était sur place. Regardez. À l'étage supérieur se trouvent plusieurs victimes. Le seul moyen d'y accéder est de perforer le plafond. C'est le scénario que doivent affronter ces sapeurs-pompiers. L'intervention est longue, mais il faut allier technique et rapidité pour sauver des vies. C'est une opération qui dure depuis environ 1h30, puisque vu la consistance du béton qui date quand même d'une bonne quarantaine d'années, donc c'est vraiment très solide. Et bon, tout le monde met du cœur à l'ouvrage et ça avance. Un séisme de 8,3 de magnitude a ravagé l'établissement. L'exercice se déroule à l'ancien hôpital du Lamentin. Un décor parfait pour cet entraînement. Il est toujours difficile de s'imaginer la douleur de la victime quand elle ne réagit pas, mais c'est vrai que nous devons faire comme si et au mieux de ce que l'on a à faire. C'est l'évolution de nos techniques qui nous permet, pour mettre les hommes dans des conditions beaucoup plus réelles, de maquiller les victimes afin qu'ils soient plus près de la réalité. La situation géographique de la Martinique l'expose aux catastrophes naturelles majeures, tremblements de terre ou tsunamis. Les services de secours doivent se tenir prêts. Il est important de continuer à se préparer, même si les dispositifs sont évidemment à disposition. Bien sûr qu'il est important de continuer à tester continuellement à la fois les chaînes de commandement, l'articulation avec les différents échelons, la capacité aussi de mobiliser des ressources zonales au profit de l'un ou l'autre des territoires, Guadeloupe, Martinique, île du Nord, et de se mettre toujours sur le terrain pour améliorer encore les dispositifs, leur réactivité et leur performance. Sur le site, Belges, Espagnols, Martiniquais et Guyanais travaillent main dans la main. Une coordination des moyens à l'échelle européenne pour faire face à un événement de grande envergure. Soit des équipes d'assistance technique, soit des équipes opérationnelles de pompiers, de search and rescue, ou ça dépend de la catastrophe en soi, ou également des équipes médicales. Nous pouvons également fournir des hôpitaux de campagne ou des équipes d'évacuation sanitaire. Chaque pays a inscrit dans le mécanisme les capacités qu'il est prêt à mettre à disposition en cas de besoin. L'exercice se poursuivra demain et le bilan de l'opération se fera sur plusieurs semaines. En tout, plus de 200 pompiers et personnels de secours participent à cet entraînement européen. Direction la Guyane maintenant avec les conflits sociaux qui s'intensifient un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, le ton est monté d'un cran. Le recteur a annoncé la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre. L'aéroport Félix Éboué est fermé aux gros porteurs également jusqu'à nouvel ordre. De nombreux barrages ont été installés sur les axes principaux. Les revendications touchent de plus en plus de secteurs. Santé, sécurité, éducation, encore économie. Voyez ce reportage de Jonathan Lariot. Personne ne passe ou presque. Le rond-point de la crique Fouillée est bloqué depuis ce matin. Un barrage filtrant, ne laissant passer que les personnels d'intervention, pompiers, infirmiers et médecins. Et la population première concernée par ce mouvement s'est rendue sur place et ne manque pas de montrer son soutien au mouvement. Aujourd'hui, le combat commence. Il nous faut des milliards ici pour développer notre département. La santé pour les Guyanais. On a peur pour nos Guyanais. Plus loin, à Rémière-Montjoly, cette fois, c'est le rond-point Vidal qui est envahi par les manifestants.
Ici, pas de barrage filtrant. Tous les axes sont complètement bloqués. C'était important d'être là. Ah bien sûr, c'est indispensable, monsieur. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui à part être là et se battre. Les adultes s'expriment pour les enfants. Et être dans la rue pour les enfants qui sont là aujourd'hui en classe et pour les enfants qui seront en classe demain, eh bien c'est important. Moi je ne suis pas là pour m'amuser. Moi je suis là pour dire que ça ne va pas et que j'en ai marre. Il est difficile de quitter Cayenne et même d'y rentrer. La crique fouillée, le rond-point Vidal menant à l'aéroport et le rond-point de Susimi sont envahis. Même le rectorat demeure inaccessible. On a demandé à ce que justement il y ait ville morte, à ce que tous les commerçants puissent participer et être solidaires et que les différentes personnes qui sont présentes en ville aillent sur les différents piquets de grève. Depuis le début, on n'ira nulle part, c'est à eux de venir chez nous. Voilà, la France doit venir en Guyane. La mobilisation concerne aussi d'autres villes telles que Saint-Laurent, Sinnamary, Irakubo et Saint-Georges. Une réunion a été demandée par le gouvernement le 28 mars prochain, mais aucun manifestant ne souhaite prendre la direction de Paris. C'est en Guyane que tout devra se régler. Et parmi les manifestants, les 500 frères, toujours encagoulés, vêtus de noir, ils ont un à un invité les instances de l'État et les commerçants de Cayenne à fermer boutique par solidarité avec le mouvement. Une invitation musclée et respectée. Voyez ce reportage de Stéphanie Pluglisi et Natacha Maltaverne. Messieurs, bonjour. Solidarité au mouvement. Donc tout le monde ferme. Tout le monde ferme. Le message des 500 frères est clair. Tous les commerçants doivent fermer par solidarité avec le mouvement. Dans la principale rue commerçante de Cayenne, les hommes encagoulés s'arrêtent devant chaque devanture. Aujourd'hui, tout le monde doit aller sur les piquets de grève. Il faut être solidaire avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc vu qu'au niveau des villes, les commerçants, les libre-services, les commerces sont toujours ouverts, on fait fermer tout le monde. Il n'y a que les pharmacies qui restent ouvertes. Tout ce qui concerne la santé, ça reste ouvert. Le reste, fermé. Pour l'instant, on est sur Cayenne. On a prévu plusieurs actions aujourd'hui. Ça, c'est la première. Et on est déjà descendu à Chicago. Là, on descend tout de Gaulle. Et voilà. Dans tous les commerces visités, les gérants ne cherchent pas à discuter et obtempèrent de suite. Pour la solidarité, on va jouer le jeu. Ce serait bien dommage de ne pas être dans cet élan. Et c'est ce que je leur ai dit, en espérant un résultat derrière. Parce que moi, une journée fermée, c'est un chiffre d'affaires que je ne peux pas récupérer. Donc c'est pas évident, mais vu la situation, on y va. On va jusqu'au bout en espérant quelque chose de positif. Les clients de ce bar doivent alors quitter de suite les lieux. Les réactions suite à cette sommation sont mitigées. Vous êtes d'accord avec ça Ouais, pour la Guyane, on est d'accord. Il faut être solidaire entre nous, voilà. Ça ne coûte rien du tout de fermer, tous les commerçants sont fermés, les bars aussi devaient fermer. Pour la Guyane, on est tous solidaires. Ils ont bien raison. Parce que ça, je vais le faire savoir en métropole quand je vais revenir. Parce que de ça, on ne parle pas en métropole. C'est une bonne action. Là, à l'université, on essaie de mettre en place aussi une action qui aura lieu lundi. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Je ne me sens pas forcément offusquée par ça. La période est mal choisie parce qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Donc est-ce que vraiment le gouvernement va se mobiliser pendant un court moment? Je ne sais pas. Et donc vraiment, j'espère que la population va autant se mobiliser pour les élections, vraiment qu'il y aura moins de taux d'abstention, qu'au lieu de nous bloquer, de bloquer toute la population. Et même avant l'arrivée des 500 frères devant leur établissement, le bruit avait déjà circulé. De nombreuses anciennes étaient d'ores et déjà fermées. Il y a des rumeurs qui circulent que tous les commerçants doivent fermer en solidarité avec les mouvements en Guyane. Alors donc on va faire pareil. On n'a pas reçu aucune information, aucune notification de personne, mais on va faire comme tout le monde. Établissements scolaires, administration et commerce, Cayenne a des allures de ville morte aujourd'hui. Toujours au chapitre social, en bref, la grève des urgentistes du CHU de Martinique est suspendue. Les grévistes ont décidé d'une période d'observation de 3 semaines, le temps de s'assurer que les avancées enregistrées pendant les négociations étaient bien appliquées. Entre autres, le service de scanner des urgences de Trinité sera maintenu 24 heures sur 24. Du matériel attendu depuis plusieurs mois a été livré cette semaine et le nombre de brancardiers et d'aides-soignants sera adapté au service. Ça y est, la marche à blanc du TCSP a officiellement été lancée ce matin. 3 bus à haut niveau de service ont fait leur premier tour de piste depuis le centre de maintenance au Lamentin jusqu'à la Pointe-Simon à Fort-de-France. Les élus ont été nombreux à faire le déplacement. Alizé Lutran et Michelet François ont également réussi à s'embarquer. Voyez le reportage.
Une coupure de cordon symbolique à l'entrée du centre de maintenance où les bus du TCSP sommeillaient depuis plus d'1 an. Tout le monde embarque direction Fort-de-France. À bord, tous les acteurs du TCSP, en tête desquels le président du conseil exécutif de la CTM. Une fierté pour celui qui aime à rappeler qu'il est à l'origine du projet. Je ne veux pas refaire l'histoire. Le porteur de ce projet, dès le départ, a été M. Alfred Marian, celui qui parle devant vous là. Et personne d'autre. Vous avez entendu? Et tout le monde le sait. Donc, oubliez ça bien. Faire l'impasse sur ça, c'est une erreur systématique de l'histoire. Maintenant, j'ai été écarté à un moment donné, il n'y a aucun problème. J'ai fait confiance aux autres. Mais il fallait que toutes les vérités soient dites. Prévue pour durer plusieurs mois, cette marche à blanc permettra d'évaluer le coût d'exploitation du TCSP et de déterminer notamment le prix du futur ticket. Les choses ne sont pas décidées, mais bon, ce que nous savons, c'est qu'il y a un coût du ticket sur le territoire de la CACEM, il y a un coût du ticket selon que l'on vienne de Sainte-Anne ou de... Si on veut faire l'intermodalité, on doit intégrer les différents coûts et faire en sorte que les choses ne soient pas plus onéreuses pour l'usager. Ce matin, seul manquait à l'appel le député Serge Letchimy. Il a décliné l'invitation dans un courrier adressé au président de la CACEM. Il dénonce, je cite, des manipulations inacceptables autour du projet, une attitude que fustige le président Alfred Marie-Jeanne. Les absents ont totalement tort. Il a été invité très officiellement. Et c'est lui qui a refusé très démagogiquement. J'aurai l'occasion de faire publier la lettre qu'il m'a envoyée. En attendant, les 14 bus à haut niveau de service devraient accueillir leurs premiers passagers début juin. À terme, ce sont 800 000 usagers qui seront transportés chaque année. Reste à savoir si rien cette fois ne viendra entraver une mise en service attendue depuis décembre 2015. Okay. Une grande première vécue par les automobilistes depuis 3 jours, puisque les tests de feux de signalisation ont commencé ce mardi. Pour l'heure, la nouvelle signalétique est encore difficile à comprendre pour les usagers de la route. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet-François. De nouveaux feux de circulation aux abords de certains carrefours et ronds-points, de quoi engendrer des problèmes de circulation dans des zones déjà encombrées. Les automobilistes tentent tant bien que mal de s'acclimater au nouveau dispositif. Aujourd'hui, ça va. Mais hier, ça bouchonnait beaucoup. Ça ralentit. Surtout la voie de Travaillant à la zone de la Jambette, si vous voulez, j'ai un problème au niveau de nos rendez-vous parce qu'on perd énormément de temps par rapport à avant où il n'y avait pas ce souci-là. R24, c'est le nom des feux bicolores destinés aux automobilistes placés juste en dessous de ceux des bus du TCSP. Quand le feu est au rouge clignotant, les automobilistes doivent s'arrêter pour laisser passer les bus. Quand le feu s'éteint, la voie est libre. Quant au damier au sol, il indique la voie réservée au BHNS. On peut la traverser, mais interdit de s'arrêter ou de stationner. Pour ce professionnel de la sécurité routière, cette signalisation prête à confusion. J'ai tourné ici pour aller en direction de Dillon et il y avait un embouteillage. Pas possible, pourquoi? Parce que le feu était au rouge clignotant pour laisser passer le TCSP. Après c'est éteint, les gens sont restés là quand même. Quand le feu clignote, les conducteurs s'arrêtent pour laisser passer le TCSP. Mais le problème, c'est quand il n'y a pas de TCSP, ça ne clignote plus. Et on n'a pas signe de vie du feu. Et le texte dit que quand ça ne clignote pas, on passe. Mais le problème, c'est que si en même temps, il y a une panne d'électricité, le feu ne va jamais clignoter à nouveau à l'arrivée du TCSP. Et ça risque de poser des collisions. Des feux d'ordinaire placés au niveau des aéroports, des berges, des passages à niveau ou encore pour laisser la voie libre aux pompiers, inadaptés selon l'expert de la circulation. Nous souhaiterions, avec la prévention routière, qu'on mette le feu au vert pour que les usagers puissent passer. Et quand c'est au rouge, on s'arrête pour laisser passer le TCSP. Les usagers de la route ont encore 2 mois pour se familiariser avec cette nouvelle signalétique. Il faudra sans doute redoubler de vigilance. La 7e édition de la Semaine de l'Industrie bat son plein. Ce matin, ce sont les différents métiers existants au sein de la raffinerie de la Sarah qui ont été présentés. 10 enseignants de 4 lycées ont pu prendre connaissance des différentes filières de cette industrie. Après avoir pris plein de notes, ils pourront ensuite informer leurs élèves. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René.
Ici, vous êtes au niveau de la salle de contrôle. La salle de contrôle qui est une salle qui a été refaite, où notre personnel est en sécurité si on a une explosion qui survient au niveau des unités. Une visite pour repérer des éventuels sujets à aborder en cours. Ce matin, ces enseignants de lycée professionnel et général scrutent les moindres détails du fonctionnement de la raffinerie pour tenter de les retranscrire dans l'enseignement de leur matière. Dans les différentes zones où nous sommes passés à la SARA, nous avons vu qu'il y a divers domaines qui sont abordés lors de nos séances de TP, de TD en lycée professionnel. En cours, en électrotechnique, on est dans des équipements connectés. Et donc on a justement visité le centre de contrôle où on voit les opérateurs avec une supervision. Donc vous avez un ordinateur et l'image qui est retranscrite sur l'ordinateur vous permet de voir ce qui se passe au niveau des machines, s'il y a une alarme, etc. On voit les niveaux. Et c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves. Pour commander les unités, on a 4 paramètres. Pression, débit, niveau et température. Installation extérieure, salle de contrôle et laboratoire. Une visite qui a permis de découvrir la complexité de la chaîne pétrolière, mais aussi la diversité des métiers exercés par les 290 agents de l'entreprise. La SARA est un des plus gros employeurs de l'île. Et de par ma mission de chargé de mission école-entreprise en académie, nous avons à encourager cette mise en lien de l'école avec l'entreprise. Cette visite nous a permis d'identifier un certain nombre de métiers qui existent à la SARA, mais qui existent aussi dans les entreprises qui y travaillent. Donc il est essentiel pour nous de mieux faire coller nos formations aux besoins de la SARA. Afin de contribuer à l'insertion des jeunes, dans son propre intérêt, la structure ouvre ses portes régulièrement aux scolaires et aux équipes pédagogiques, comme aujourd'hui. La SARA est une entreprise qui a 45 ans. Les salariés des années 70 partent à la retraite et nous avons donc besoin de nous renouveler, de recruter. Et quand nous suscitons des vocations au niveau des jeunes, quand ils viennent visiter nos sites, peut-être qu'ils auront le désir de travailler et d'être un futur collaborateur de la SARA. Au cours des 18 derniers mois, la SARA a procédé à 43 recrutements et 21 créations de postes. Et chaque année, elle accueille en moyenne 70 stagiaires. Et toujours dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, un concours de l'innovation s'est tenu cette semaine à Paris. Parmi les candidats, des ultramarins qui se sont très bien démarqués. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Avant février, elles ne se connaissaient même pas. En une matinée, ces étudiantes de Martinique ont imaginé un projet innovant, une puce médicale connectée, qu'elles ont présenté en finale à Bercy devant un jury composé de cadres de grands groupes industriels. Notre projet s'appelle Angel Médimétrique. En fait, il s'agit d'un implant connecté qui serait posé au niveau de la cuisse avec des capteurs dans les capillaires sanguins. Et cela permettrait de capter des informations sanguines à tout instant et de pouvoir prévenir les maladies. Donc ça permet sur le long terme d'éviter que ce soit quand les gens sont trop malades qu'il faut les soigner, puisque là on saurait dès que ça commence. Comme les 7 autres équipes, les Martiniquaises n'ont que quelques minutes pour présenter le projet de la manière la plus attractive possible. Évidemment, tout est fictif au-delà de l'idée, mais le concept leur offre un vrai apprentissage du développement de projet. C'est une bonne expérience que de pouvoir travailler en groupe avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, qu'on découvre, on part en voyage avec eux. Franchement, ça apprend à vivre ensemble, à vivre en société. C'était magnifique. Car l'objectif de ce challenge, c'est de répondre à un besoin des industriels français de féminiser leurs services de technique et d'ingénierie. On a ce paradoxe en France qu'on a la parité en terminale S et très peu de filles qui se dirigent vers ces métiers et ces secteurs. J'espère avoir déclenché des vocations d'ingénieurs, de techniciennes, d'entrepreneurs au féminin parmi toutes ces équipes. Parmi les projets présentés, celui de la Guadeloupe, d'une application permettant aux touristes de choisir les moyens de mobilité les plus écologiques. Il y a aussi une idée de dressing connecté par des picardes. Mais c'est bien la puce médicale connectée martiniquaise qui a remporté le challenge. De retour en Martinique avec un autre concours lancé cette fois-ci par le syndicat mixte d'électricité de Martinique. Un challenge qui récompensera le meilleur compteur. L'opération vise à sensibiliser le grand public de manière ludique aux économies d'énergie. Les thèmes sont libres, seule obligation pour les participants,
intégré à leur histoire la mascotte du SMEM, Thibaut Guénergie, et résidé en Martinique. L'artiste et conteur martiniquais Joby Bernabé est le parrain de l'opération. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. J'imagine même une grande personne de 70 ans et plus allant s'isoler près d'une rivière ou s'asseyant au coucher de soleil pour essayer de trouver un fil pour ce conte. Parce que créer un conte, c'est pas n'importe quoi. Si on ne veut pas faire un conte linéaire et didactique qui dit les choses comme ça de manière directe, mais qu'on veut passer par le merveilleux, par l'onirique et tout ce qui peut solliciter et stimuler l'imaginaire, il faut évidemment trouver un fil. Ce concours sera donc décliné en 3 catégories, donc une catégorie pour les moins de 18 ans, une catégorie amateur et une autre catégorie pour les confirmés. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Il vous suffit soit de venir au SMEM récupérer une fiche d'inscription ainsi que le règlement, à compléter bien sûr et à ramener avec le compte une fois qu'il sera préparé. Ou vous allez directement sur le site internet dédié à l'adresse www.contemoidemain-smem.fr. Restez avec nous à suivre dans un instant. La chanteuse Zaz va nous rejoindre sur le plateau. Elle nous parlera de son concert qui est prévu demain soir au hall du stade Louis-Achille à Fort-de-France. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous emmènera à Fort-de-France où un jardin rythme la vie des riverains du quartier Trenel. Mais avant, place tout de suite au sport avec un retour sur les manifestations sportives d'hier soir. Ont eu lieu la suite de la 20e journée du championnat de Régional 1 en football, du basket avec le début des quarts de finale de la Coupe de Martinique et du handball avec l'ouverture de la 16e journée du championnat de pré-régional. Tour d'horizon avec Caril Chassol. En football, débuté mardi, la 20e journée du championnat de Régional 1 s'est poursuivie hier soir. Et le club franciscain a répondu au Golden Lion en battant sur le score de 5-0 la JS Eucalyptus. La surprise est venue de la défaite du RC Rivière-Pilote, battu par les Pilotins du Nord 2-1. Bonne opération pour le Golden Star qui crée également la surprise en disposant de l'essor 2-0. Avant les 2 dernières rencontres de cette 20e journée qui se dérouleront demain et samedi, au classement, le club franciscain reprend sa place de leader avec 2 points d'avance sur le Golden Lion. En dépit de sa défaite, le Racing reste 3e mais n'a plus que 3 points d'avance sur l'Aiglon et le club colonial. En bas de tableau, grâce à sa victoire, le Golden Star est 11e. L'US Diamantinoise, le New Club et l'Excelsior suivent. En basket féminin, les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Martinique sont connus. Le Golden Star et l'Éclair se sont logiquement imposés. Au masculin, le premier qualifié, c'est l'Intrépide, une formation qui a créé la surprise en venant à bout dans le derby foyalais du Golden Star. Ces quarts de finale se poursuivent ce week-end. En handball masculin, en ouverture de la 16e journée du championnat de prix national, l'espoir de Floréal a disposé du RC Lorrain 44-27. Cette 16e journée se poursuit ce week-end. Nous y reviendrons demain. Aujourd'hui, 23 mars, et c'est la journée mondiale de la météo. Cette année, ce sont les nuages qui sont à l'honneur, l'occasion pour nous de tenter de comprendre un peu mieux ces formes blanches qui décorent le ciel. À quoi servent les nuages? Comment se forment-ils? Voyez les éléments de réponse de Louis Sabas et de Johan Boulard. Ils planent, font la pluie et le beau temps, mais ne nous intéressent que lorsqu'ils se font menaçants. Les nuages, blancs ou gris, pour certains, ils exacerbent l'imagination. Quand je regarde les nuages, je vois une tête de dragon là-bas. J'ai déjà vu des lions, des zèbres. Des animaux que les individus perdent de vue au fil des ans. Pour les adultes, les nuages dans le ciel ont une fonction plus terre-à-terre. Ils me disent d'où vient le vent, ils me disent s'il va faire beau ou non. Et ici, ils me disent qu'il va peut-être pleuvoir, mais dans 5 minutes, il fera beau. Pourtant, ils ne servent pas qu'à connaître la nature du temps. Pour les professionnels de la mer, savoir lire les nuages est primordial. Nous avons suivi ça, les grands-parents nous les pêchaient longtemps. D'après les nuages, je sens qui côté vent a sorti, qui maniait la mer à venir. Ça a venu les grands-parents nous parce que pas tenir boussole. Pas tenir à l'époque la boussole, il était orienté à la terre. Côté nuage la plus concentré, c'est la terre. Si le nuage a dit que le pays avait trop lourd,
trop raide, leur a mis un petit voile. Mais les nuages là, de manière blanc clair, pas mettre un grand voile. C'est pour pas n'avoir faire l'erreur. Et contrairement aux idées reçues, les nuages ne sont pas composés de vapeur, mais de fines gouttelettes d'eau en suspension. Et de ces masses blanches, il en existe divers types évoluant à diverses altitudes. Un vaste sujet tant sur le plan scientifique qu'esthétique, mis à l'honneur ce jeudi à l'occasion de la Journée mondiale de la météo. Des nuages paisibles, mais qui se chargent d'énergie à travers le cycle de l'eau. Surtout par les mécanismes d'évaporation et de condensation. Alors surtout dans nos régions tropicales océaniques, bien sûr, ces mécanismes d'évaporation et de condensation sont très importants. Et c'est notamment, on ne le sait pas souvent, le mécanisme qui crée toute l'énergie qui est dans les ouragans. C'est-à-dire que les ouragans, qui sont des énormes machines énergétiques, eh bien cette énergie, elle est due essentiellement à ce cycle de l'eau, c'est-à-dire toute l'évaporation qui est prise à l'océan et la condensation dans les nuages ou au travers le cycle des nuages. Pourquoi? Parce que la condensation, ça libère de l'énergie. Pour en savoir plus sur les nuages, un atlas est édité. Il est visible au www.moocloudatlas.org. Le document est composé d'articles sur ce phénomène, mais aussi de photos de passionnés. Et elle va vous mettre la tête dans les nuages. Demain soir, l'artiste Zaz sera en concert au hall des sports du stade Louis-Achille et elle est notre invitée. Bonsoir à vous. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer, on va regarder un extrait du titre qui vous a fait connaître du grand public. C'est le morceau « Je veux ». Ouais. Voilà, on regarde et on se met dans l'ambiance et on retourne juste après. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Alors, vous êtes l'une des artistes françaises à avoir vendu le plus d'albums dans le monde. Comment appréhendez-vous le public martiniquais? Comme une découverte, parce que je ne suis jamais venue ici, donc je vais découvrir un public. De toute façon, moi, je vais m'éclater comme d'hab. Voilà. Et vous étiez en Guadeloupe hier. Comment ça s'est passé? Super, les gens étaient vraiment incroyables. Enfin, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'était chouette. Alors, en parlant de chaleur, quand vous vous déplacez, vous prenez votre voyage très à cœur puisque vous prenez contact avec une association locale pour aider. Dites-nous en plus. Ah, en fait, on a créé un projet qui s'appelle Zazimut. Et en fait, moi, je voulais reverser mon merchandising, c'est-à-dire les ventes des t-shirts pour des causes, voilà, pour aider. Et vu qu'on va partout dans le monde, on a trouvé ce concept super. En fait, à chaque fois qu'on fait un concert, on trouve une association locale. On la fait venir sur scène où ils peuvent parler avec les gens directement parce qu'on pense que s'il y a un changement, il est local. Et que ça doit commencer par chez nous. Et là, on a dans plus de 25 pays, on a déjà une centaine d'associations et on crée tout un réseau d'entraide, de communication. Je me sers de ma notoriété pour mettre en lumière tous ces gens qui font des trucs, qui font des choses incroyables. Alors, quelle association qui a été sélectionnée en particulier? Là, c'est Mon École, Ma Baleine, qui sensibilise et qui fait prendre conscience aux enfants de l'écosystème, de protéger les animaux dans la mer. Alors, comment s'organise la sélection des associations? En fait, j'ai employé 2 personnes qui vraiment travaillent, parce que c'est un temps plein, et qui travaillent à ça. Et on essaie de trouver des associations qui soient dans ces valeurs du respect du vivant, et de l'être et de la terre. Et voilà. Alors, vous proposez un grand concert pour la première fois au Martiniquais demain soir. À quoi peuvent-ils s'attendre? Qu'est-ce qu'il y aura? Alors, c'est vraiment différent des albums. De toute façon, la scène est vraiment différente des albums. Donc, c'est un mélange entre le premier album, le deuxième et l'album Paris. Et on a vraiment réarrangé tous les morceaux. Il y a même du dubstep sur scène, musique un peu plus électro. Je joue du theremin, qui est un mélange entre le mini-moog et le theremin. C'est un instrument très intuitif. Et voilà, on est 7 sur scène. On se marre, c'est cool. Et vous arrivez à la fin d'une grande tournée mondiale. Ouais, on a encore le Brésil, le Mexique, Québec et Japon. Après, juin, on est un petit peu en pause, mais moi, je fais mon premier festival en Ardèche, en France, dans le sud. Dans l'Ardèche, au château de Crussol. Et c'est un festival éco-citoyen, donc je suis très fière et très excitée. Ça correspond à vos valeurs. Exactement. Et le prochain album, c'est pour quand alors? Je vais me poser, enfin, parce que ça fait quand même 7 ans que je ne me suis pas posée, là, depuis 2010. Et
Ben là, ça y est, je commence à rencontrer des gens, à gribouiller, à écrire, à composer, à inventer des choses. J'ai envie de prendre un peu plus de temps. J'ai jamais vraiment pris de temps. Il y a des thématiques qui vous touchent plus que d'autres dans l'actualité? En fait, l'humain, quoi. Enfin, la vie m'inspire. Donc, ce qu'on vit, à partir du moment où j'ai des émotions, où j'ai l'injustice, ou je sais pas, des choses m'interpellent, me réveillent, me résonnent. L'humain, la terre, le social. Alors, le grand rendez-vous, on rappelle, pour les Martiniquais est prévu demain soir au hall des sports du stade Louis Achille. Et vous serez très en forme pour faire les Martiniquais danser et chanter. J'aurais dormi, Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons à parler d'événements festifs qui seront programmés tout ce week-end. Et pour cause, nous sommes entrés en période de mi-carême. Alors, qu'est-ce que cela représente pour les Martiniquais? Guy Raphaël René vous a posé la question, regardez. La mi-carême n'existe pas. C'est une philosophie qu'on a inventée pour faire croire aux gens que Dieu existe. Dieu n'existe pas. C'est un jour comme les autres. Hein. C'est un moment comme un autre, c'est un moment qu'on se retrouve avec soi-même, c'est un moment de prière. Voilà. La moitié du carême. Pour moi, le carême, c'est tout le temps. Hein. On ne doit pas changer de comportement, on doit toujours avoir le même comportement, simplement, jusqu'aux 40 jours. Hein. Vous pouvez amuser quand il mais pas on l'a fait quoi. Ça ne me représente rien du tout. C'est une tromperie totale. Ça s'appelle l'hypocrisie. C'est quoi ça? C'est soit quand on est en carême ou bien on n'est pas en carême. Donc la mi-carême, ça n'a pas de sens? Non, ça n'a pas de sens. Étant donné que je ne suis pas catholique, donc du coup je ne suis pas du tout la mi-carême. Donc du coup pour la mi-carême, je ne suis rien du tout. Qu'est-ce que vous allez faire à la mi-carême, vous? Rien comme d'habitude, hein. Comme tout pendant le carême. Vous jeûnez, vous... Le jeûne, c'est le mercredi et le vendredi. Je comptais rester en famille. Pourquoi faire? Pour aller par exemple à la plage, profiter du beau temps. Si jamais il y a un beau temps, de toute façon en carême, il y a toujours un beau temps. Donc oui, profiter de la plage. Et parmi les sorties à faire ce week-end, l'événement Rencontre Cinéma de Martinique qui continue jusqu'à ce samedi. Ce soir, nous faisons un focus sur la compétition des courts-métrages. 8 films sont présentés et un jury de 5 personnes a la lourde responsabilité de récompenser le meilleur de cette année. Reportage de Vianney Soutès. Hey. Focus sur la compétition court-métrage avec 8 films caribéens cette année. La Guadeloupe est bien représentée avec pas moins de 3 films en compétition, dont Féfé Limbé de Julien Siloré et Viré de Hugo Rousselin, récemment primé au festival Prix de Cour. Regardez-moi, il est plus belle encore Féfé. Mais Miss Suzy, une belle femme, c'est ça qu'il faut. La sélection est de très bonne facture. Il est vrai que ils sont différents. La place laissée au silence est différente d'un film à l'autre. Les dialogues sont plus ou moins soutenus, plus ou moins présents. On n'est plus autant dans l'autoproduction, on sent qu'il y a des moyens, que le son est bien pris, la colorimétrie aussi. Vraiment, la qualité filmique est intéressante. J'ai le sentiment que les réalisateurs s'attachent beaucoup à nos petits malheurs, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, parce qu'il y en a. Alors c'est vrai, où il y a des petits drames personnels intimes, ou alors c'est la mort pour le gros drame, mais tout ça, ça anime un petit peu le choix des réalisateurs. C'était ça! Je trouve que les cours sont quand même intéressants, et pour un jury, ça devient de plus en plus compliqué de délibérer. Il y en a qui se détachent, qui se font plus remarquer que d'autres. Les résultats de cette compétition seront connus samedi soir lors de la cérémonie de clôture. Le cinéma, c'est d'abord une histoire, mais c'est aussi une image. Le photographe Georges-Emmanuel Arnaud tenait cet après-midi une petite causerie autour de la photo et la géographie. Les gens sont en quête de quelque chose. Ma question est la suivante, existe-t-il une photographie qui appartient à une géographie? Une photographie martiniquaise, sud-américaine, mexicaine, américaine? Ou existe-t-il des courants photographiques qui se dispersent partout dans le monde? Mon propos a plutôt tendance à dire qu'il n'existe pas de courant géographique, mais plutôt de courants artistiques qui naissent éventuellement ou qui perdurent plus longtemps dans certaines géographies. Et alors on attribue ce courant-là à la géographie, mais on se trompe.
transition toute trouvée entre la photographie et ce film documentaire Miradas Multiples, hommage à Gabriel Figueroa, grand chef opérateur mexicain du XXe siècle qui a inspiré les plus grands. Je ne vois pas un visage mal éclairé dans tous les films que j'ai vus de lui. Il y a tout le temps une espèce d'attention presque religieuse, presque fanatique comme ça, du portrait, du visage et qu'il exprime pour raconter le film. À voir demain à 18h30. Autre curiosité de ce vendredi à 20h30, le Ciné Roulé, un road movie de la Guadeloupéenne Fabienne Aurin-Chaumont, primée l'an dernier pour son court-métrage Nightmare Before Wedding. Et je vous rappelle que tout le programme des rencontres cinéma de Martinique se trouve sur le site rcmfilmfestival.com. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France, en plein cœur du quartier Trenel, où un jardin rythme le quotidien des habitants. Il s'agit d'un potager urbain partagé, c'est-à-dire que tous les riverains sont invités à participer à son développement. Un projet qui séduit puisqu'il a même été retenu par un comité d'experts national à l'occasion du Salon de l'agriculture. Hubert Bornil et Frédéric Mazy se sont rendus sur place. Regardez. Le soleil n'est pas trop haut dans le ciel, c'est la bonne heure pour jardiner. Justement, l'idée du jardin partagé, c'est tout cela. C'est emmener les gens à venir ici, cultiver, s'exercer, apprendre. Tout cela dans un cadre familial et sympathique finalement. Et puis ici, on peut trouver toutes sortes de plantes médicinales, carottes, aubergines, tomates. Tout ça fait par les gens du quartier. Le quartier Trenel, souvent comparé à une favela, donne ici la réplique en découvrant son jardin partagé. Ironie de l'histoire, l'une des chevilles ouvrières du projet est justement un Brésilien installé depuis 10 ans dans le quartier. On utilise les jardins, c'est juste l'outil nécessaire qu'on va utiliser pour rassembler les gens, pour discuter, pour unifier les différentes personnes. Ici, on a des Martiniquais, on a des Chiliens, on a des Français, on a des gens de Saint-Martin. Je suis brésilien. L'autre visage du jardin, c'est Gaël. Avec son association, il a pu profiter de la transmission. Là-bas, ça se fait aussi dans les favelas. Tout qu'on va pousser, et puis la pluie, des fois, lave. Et puis café, ils ont marché là-dedans. On reçoit de la paille qu'on laisse décomposer pour avoir du théo, un compost on va dire. On fait un trou, on passe des tronçons de bois, on passe la paille par-dessus, on met un peu de terre, on remet un peu de paille, on remet un peu de terre, et puis après le carreau justement est prêt à l'emploi. Avant, cet espace situé tout en haut de la falaise était une carrière abandonnée. Avec le temps, des carcasses de véhicules avaient pris place. On a reconstruit le sol ici. Regarde. Regarde. Et encore avec 10 cm, on peut reconstruire le sol. Tu peux appuyer comme tu veux, la terre elle revient. Il a donc fallu un gros effort pour ces jeunes afin d'en faire un jardin. Une démarche fortement appréciée dans le quartier. C'était pas comme ça au départ, c'était du tout pas comme ça. Il y avait des lianes, c'était couvert de lianes et de cochonneries, des casseroles, des voitures. Quel que soit, il y avait on a même trouvé un train sous le en dessous. Hein? Et puis maintenant, il y a eu un changement, peut-être 2 ans, bien 1 an après. 1 an. Merci monsieur. Regardez-moi le changement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez. Et puis on n'a pas de manger au pays. Regardez-moi ça, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas beau là, c'est pas beau ça le pays, hein? En France, ils le font sous le toit des immeubles, regardez-moi ça. Nous on pisse sous notre terre, c'est pas beau ça, regardez, voilà. Bilavia. Alors ce qui est magnifique, c'est qu'on est en pleine ville de Fort-de-France, on penserait se trouver quelque part en commune. Non, on est là à Trenel, Citron. Et puis l'idée, c'est qu'après avoir travaillé, chacun peut emporter un peu le fruit de son labeur, quoi. C'est ça, hein? C'est l'idée? Merci, j'y dois à ça, hein? Parfait. À bientôt, hein? Merci. À bientôt.
Information pratique avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du magasin de la Grande Récré de 13h à 18h à Ducos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Anche Peya. À tout de suite.